Je suis Alain, votre guide, qui va vous présenter dans la visite en français la Pinacothèque de Sao Paulo. Pour les visites en anglais, en bulgare, en swahili ou en portugais, cela sera une prochaine fois. Je suis très heureux de vous présenter ce monument qui est le premier musée d'État du gouvernement de Sao Paulo. Ce musée a été non pas construit, comme certains l'ont cru, par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, qui n'existait pas à cette époque-là, mais par le fameux Ramos de Azevedo, qui était professeur d'art appliqué, architecte et en même temps organisateur de beaucoup d'événements. Il fit les plans de ce bâtiment en 1897 et il fut inauguré par les autorités de Sao Paulo, les autorités provinciales, municipales, mais aussi le clergé, le 14 novembre 1905, également en présence du poète mécène Freitas Vale. Ce bâtiment est de style classique. Nous pouvons voir qu'il est construit en briques réfractaires, soudées par un léger béton. L'entrée est faite avec un porche triangulaire de type classique, supporté par deux colonnes cylindriques. Nous pouvons remarquer la présence de grandes fenêtres sur le bâtiment qui permettent de donner de la lumière. Rappelons que ce bâtiment, ce musée, ce qui a été pendant quelques années une école d'art appliqué, est situé à côté du parc de la Luz et de la gare de la Luz. Également en face du métro, la station Luz, mais qui à l'époque de sa construction n'existait pas. Maintenant, je vous propose de visiter la Pinacothèque et de découvrir quelques-uns de ses chefs-d'œuvre méconnus. Alors, approchez-vous, je suis très heureux de vous présenter cet extincteur d'incendie. La Pinacothèque, comme la plupart des musées du Portugal et du monde, sont équipés de systèmes anti-incendie. Il est convenu qu'un incendie serait dramatique pour les collections. C'est pour ça que nous avons ici à vous présenter un extincteur d'incendie. Il est composé de deux parties, la partie extincteur et la partie support, qui est donc aussi une composition graphique originale. Notons que la couleur rouge est régulière. C'est la couleur symbolique des objets de sécurité. Donc, en cas d'incendie, vous vous précipitez, si besoin est, vers l'extincteur. Vous le tenez par le côté, par la pince, de façon à ce que le jet puisse éteindre le drame de l'incendie. Voilà, c'était donc l'un des extincteurs de la Pinacoteca Arte et Cultura. Donc, c'est un objet d'art et de culture. Alors, je vous présente un chariot. La Pinacothèque est équipée de plusieurs chariots. À l'origine, ils ont servi à la construction du bâtiment. Puis, ils sont restés. Ce sont des chariots à roulettes qui permettent des déplacements dans la Pinacothèque. Autrefois, on faisait visiter la Pinacothèque en chariot. Les enfants étaient installés dedans ou les touristes. Et on les promenait d'une salle à une salle. Jusqu'au jour où, dans les escaliers, ils sont tombés et là, il y a eu des blessés. Donc, du coup, la direction de la Pinacothèque a supprimé la circulation en chariot des touristes. Et maintenant, c'est devenu des petits chariots matériel pédagogique, c'est marqué, programme d'éducation, qui permet les animations didactiques pour les nombreux enfants que la Pinacothèque accueille. Ici, c'est l'escalier, l'un des 8 escaliers du bâtiment. L'escalier est d'époque. Il a été donc construit par des menuisiers de Sao Paulo en 1904 et en 1905. Cet escalier permet, comme d'ailleurs la plupart des escaliers, de passer d'un étage à un autre. Mais à l'origine, il n'y avait pas de tapis. Imaginons les années 1910-1920 avec les enfants de l'école d'art appliqué qui pouvaient courir ou descendre dans ces escaliers. Nous comprenons très bien aussi que la pente est dangereuse. Le chariot que nous venons de voir peut difficilement descendre ou monter de ces escaliers. C'est pour ça qu'ils ont été interdits de la visite. En 1911, on a estimé à 952 visiteurs dans le musée, qui était au 3e étage. En 2016, on estime à 3
à 397 000 visiteurs qui viennent visiter à la Pinacothèque. C'est donc devenu un monument extrêmement fréquenté à Sao Paulo. C'est un des tout premiers musées d'État dont la collection s'est depuis 1905 augmentée. Aujourd'hui, on estime la collection à peu près à 8000 œuvres d'art. Nous n'en avons vu que quelques-unes, bien sûr, mais je vous ai proposé dans cette visite les meilleures pièces de la collection de la Pinacothèque. Ici, nous sommes devant une des nombreuses portes de l'établissement. À noter qu'à l'origine, ces portes sont faites en bois. En bois, c'est du pin de Riga, c'est-à-dire d'un pays balte qui ont été importés pour fabriquer ces portes. Elles sont aujourd'hui peintes en couleur. C'est une peinture assez ordinaire, un blanc cassé, un blanc un peu sale. Mais néanmoins, notez le raffinement des poignées de porte. Une poignée circulaire qui, selon le mouvement de la main, permet d'ouvrir ou de fermer la porte. Pour mieux fermer la porte, existent des serrures pour lesquelles il faut des clés. Nous pouvons penser que la conservation du musée a des jeux de clés appropriés. Ces portes sont fermées, ne sont donc pas accessibles au public. Cela fait partie des zones mystérieuses de la Pinacothèque. Que se passe-t-il derrière cette pièce ? Cette porte, on ne le sait pas. Et ça, celle-là, reste un des grands mystères de la Pinacothèque de Sao Paulo. Y a-t-il des archives ? Y a-t-il un petit salon ? Y a-t-il un trou ? Y a-t-il des mystères? Voilà, c'est l'énigme des portes de la Pinacothèque. Néanmoins, elles sont de grande qualité. Je vous ai parlé du matériau. Nous pouvons admirer le dessin des moulures, cette géométrie parfaite, cette symétrie des angles, et en même temps la partie centrale avec ce jeu de cannelures classique en 3 rigoles qui se reprennent par le bas. Notez aussi les petites moulures. Voilà, c'est une des nombreuses portes qui constituent ce bâtiment qui lui-même, comme je vous l'ai dit, est constitué de fenêtres. Qui dit fenêtre, dit porte. Voilà, ça c'est donc la structure essentielle de l'œuvre de la porte de la Pinacothèque. Ici, je vous présente une œuvre qui est un multiple, qui est répétée dans plusieurs endroits. Nous pouvons comprendre qu'il y a danger. Il y a danger dans ce placard, et avec la notion choc électrique. Vous pourrez facilement traduire. Ceci est une métaphore de la conservation du musée. C'est une précaution que les administrateurs, les conservateurs ont pris en utilisant la sécurité électrique pour exprimer autre chose. En fait, ils invitent les visiteurs que nous sommes à faire attention, car c'est non pas un choc électrique que nous pouvons recevoir, mais c'est un choc spirituel, sentimental ou esthétique devant les œuvres d'art. Il se peut qu'en visitant les galeries de la Pinacothèque, on soit surpris, émerveillé, psychologiquement secoué par l'émotion qu'une œuvre d'art peut nous donner. Donc, la conservation prudente et non responsable du phénomène émotif nous a dit, attention, il se peut qu'il y ait des œuvres qui vous choquent, qui nous troublent, qui vous surprennent. Donc, prudence. La pataphysique, c'est la science des solutions impossibles, scientifiques, culturelles, artistiques. Et à travers la pataphysique, nous recherchons l'envers du décor. Et cet envers du décor, ça peut être aussi la réalité du décor. En faisant le faux, on trouve le vrai. Alors, pour ce qui est du musée, il y a 2 lectures. Il y a la lecture première, qui est celle de la collection, celle des œuvres qui font le fond du musée, son histoire, sa légitimité.
Mais aussi tout ça existe parce qu'il y a autre chose. Et c'est cette autre chose que nous recherchons. Dans cette autre chose, il y a les petites surprises, le derrière, mais surtout aussi les marges. Les marges, c'est ce qui est autour. Et le musée, comme beaucoup d'autres choses, est fait de marges, de surprises et plus précisément, nous avons des objets qui sont apparemment insolites, mais qui participent du musée puisqu'ils sont dans le musée. Par exemple, l'extincteur d'incendie, une rampe d'escalier, un panneau signalétique ou un siège pour asseoir le personnel. Ce sont les éléments d'une seconde collection. Et cette collection-là, elle n'est pas normalement aperçue par le visiteur. Alors, cette collection, elle est indicible, elle n'est pas dite, elle est invisible, elle n'est pas vue. Et l'objet de la mission, c'est de la rendre visible en la désignant, en la montrant, en nommant, en disant, voilà, cet objet, il est là, il existe, il est aussi une partie du musée. C'est ce qui fait aussi, ce qui va constituer un parcours parallèle, un parcours alternatif, un parcours de déviation. Mais la déviation est aussi le sens du mouvement. Donc c'est une visite de mouvement. Et pourquoi la pataphysique s'intéresse pour cette collection-là? Alors la pataphysique ne s'intéresse à rien. Ça c'est son principe. Okay. Voilà. La pataphysique n'a rien à dire, n'a rien à proposer, parce que tout est pataphysique. Voilà, le monde est fait de la pataphysique. Simplement, le monde ne le sait pas. Donc il faut quelques pataphysiciens bénévoles, courageux, volontaires, téméraires et audacieux pour voir le monde et le dire. Alors, par exemple, pour la Pinacothèque, le collège de pataphysique n'en a aucune idée et n'y pense absolument pas. Mais moi, je passe par là, je vois la Pinacothèque et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose d'autre. Il y a une très belle collection de peintures brésiliennes du 19e et du 20e, mais il y a aussi une contribution de la fin du 20e siècle et du 21e, et qui sont l'élément parallèle de la Pinacothèque. Ok. Et tu peux nous raconter un peu de ta affiliation avec les collèges de la pataphysique de France? Alors oui, parce qu'il y a plusieurs collèges. Il y a un collège très actif à Paris, un collège très actif à Londres. D'ailleurs, ce qu'on appelle sa magnificence, c'est-à-dire l'autorité entre guillemets supérieure, est anglaise. Il y a un collège très actif aussi aux Pays-Bas, à Amsterdam, à La Haye et à Rotterdam. Et il y a quelques éléments en Italie, mais c'est moins actif. Le collège est une réunion d'individus, plutôt des littéraires, des gens qui travaillent sur le texte, sur l'écriture, sur la bibliophilie. Il y a là quelques artistes, comme moi, comme Arabal, comme d'autres, je ne donne pas les noms parce que c'est pas connu ici, l'artiste dont le travail est aussi sur cette recherche de la périphérie, du sens alternatif, de la fantaisie et tout cela. Non, la pataphysique, le mouvement a été créé à Paris milieu des années 50 et notamment avec un personnage très connu qui était Boris Vian, le musicien, l'écrivain Boris Vian. Et ça a fonctionné comme ça quelques années. Et puis il y a eu ce qu'on va appeler une occultation qui a duré 25 ans, de 1975 à 2000. Les écrivains, les poètes en 1970-1975 avaient des doutes sur quel sens donner à la pataphysique, quelle histoire, et ils ne savaient pas donner de réponse, puisqu'il n'y a pas de réponse. Donc ils se sont dit, on ne sait pas quoi faire, donc on va mettre entre parenthèses la pataphysique, on va suspendre. Donc on fait ce qu'on a appelé une occultation. Mais le calendrier pataphysique continue. Le calendrier
a commencé il y a 144 ans, c'est-à-dire le jour de naissance d'Alfred Jarry à Rennes en Bretagne. Il suffit de faire le calcul pour trouver l'année. Et dans 10 jours, on va changer d'année. On va passer à l'année 145, puisque le 8 septembre, c'est la date anniversaire d'Alfred Jarry. Et les pataphysiciens considèrent que l'année pataphysique commence le jour anniversaire d'Alfred Jarry, c'est-à-dire le 8 septembre. Donc pendant 25 ans, les pataphysiciens pouvaient faire de la pataphysique, mais sans le dire. Et puis en 2000, le dramaturge poète Fernando Arrabal, je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui est grand satrape aujourd'hui, il est toujours vivant, au collège, avec d'autres, a dit on va rouvrir, on va désocculter la pataphysique. Et donc à partir de 2000, un nouveau collège est venu et se réunit tous les mois à Paris, de 18 à 20 heures au mois, et ce sont des communications qui ont lieu. Chacun prépare des communications sur des sujets qui sont proposés. Par exemple, le prochain sujet, alors c'est difficile à expliquer, ça s'appelle l'esprit d'escalier. L'esprit d'escalier, c'est une manière de penser. Si je dis une chose, ça fait penser à une autre, ça rebondit sur une autre, ça tourne. Donc nous allons travailler sur l'esprit d'escalier. Un autre sujet précédemment, c'était la poussière. La poussière était considérée comme quelque chose d'essentiel par la pataphysique. Avant, il y a eu le tourisme, donc je m'étais occupé du tourisme, et ce que je fais depuis plusieurs années, ce sont des visites touristiques décalées, comme celle que nous avons faite ce matin dans la Pinacothèque, et que nous allons essayer de continuer courageusement. Voilà, en gros, c'est pas une histoire historique, c'est une histoire d'événements et de rencontres. C'est un peu comme ça que ça s'organise. Et pour terminer la question personnelle, moi je connaissais la pataphysique comme beaucoup d'artistes. Je voyais des affinités personnelles dans mon travail, mais c'est un jour, c'est un ami pataphysicien, Denis Parmin, qui m'a dit « mais tu sais que tu devrais venir au collège de pataphysique ». Moi j'ai dit « oui, bon, pourquoi pas, j'en sais rien, je ne sais pas ». Mais on ne va pas au collège comme ça, il faut être invité par le collège. Et donc ce comédien, un auteur de théâtre, a présenté mon travail, sans moi, aux membres du collège, et j'ai été comme ça admis. Maintenant ça fait quelques années, voilà, et je suis en charge des événements. Donc là je prépare le nouvel an pataphysique qui a donc lieu le 8 septembre. Et le 8 janvier, nous aurons une exposition d'œuvres pataphysiques dans une galerie parisienne. Ok, maintenant, dès que nous sommes tous ensemble ici, on peut inaugurer les collèges de pataphysique brésiliens. Ah, on doit le faire maintenant, avec la présence de tous nos amis ici. Oui, on doit faire une installation, ça c'est les centres d'installation. Et tout ça, autour, c'est comme ça. Ah oui, mais là autour, voilà, il faut bien mettre... Toutes les personnes peuvent collaborer. Et comme nous ne sommes pas estimés, comme nous ne sommes pas... Il faut que les hanches soient dans le... Attends, il faut enlever la sous-tasse. Enlever la sous-tasse? Là, il faut... Non. Voilà, comme ça. Ah, comme ça. Voilà, toi, il faut que ce soit organisé. Il faut s'organiser. Voilà, oui, il faut que c'est du sens. Et comme maintenant nous sommes dehors de l'institution artistique, nous ne sommes pas autorisés. Et ça, c'est un geste pataphysique pour lui-même. Hein. Nous ne sommes pas autorisés, c'est pour ça qu'on doit le faire. Voilà, et puis ça au milieu, voilà, comme ça, voilà, c'est en équilibre. Voilà, ça va être très très bien. Alors, excellent. Et nous ne sommes pas autorisés par le collège central de la pataphysique. Christine ne nous parle pas. Nous ne sommes pas autorisés dans le collège, pour le collège officiel de la pataphysique de Londres ou de Paris. Il peut y avoir un collège officieux. Officieux. Mais il faut que je regarde, je crois qu'il y a des correspondants en Argentine déjà, je dois me souviens plus. Et maintenant, ça c'est le geste initial de la création de le collège de pataphysique du Brésil. Voilà.
Voilà, très très bien. Voilà. Excellent. Voilà. Ok. Et dès que le collège pataphysique brésilien a été créé, on peut maintenant continuer un peu plus avec des questions. Sandro avait une question et toi aussi les photos. La méthode, c'est ça, c'est-à-dire, je regarde, mais je regarde là. Tu vois, c'est le petit miroir qui fait que je vois là. Alors voilà. C'est voir sur le côté. Et sur le côté, c'est les marges que je racontais tout à l'heure, dans lesquelles il y a beaucoup de richesse. Voilà, c'est l'histoire de la poussière. On fait propre et la poussière, elle va à côté ou elle va en dessous. Et la poussière, elle parle de ce qu'il y a au-dessus, puisque c'est une trace. C'est ça la méthode. Voilà. S'il y en a une, mais après il y en a d'autres. Peut-être parce que ça c'est un objet pataphysique par lui-même. On peut les décrire s'il y a... Mais cette question des méthodes est très intéressante. Vous avez dit qu'il y en a d'autres. Vous pouvez nous expliquer d'autres? D'autres, ça peut être le jeu aléatoire, c'est-à-dire le hasard. Voilà. Marcel Duchamp est considéré comme un satrape, un pataphysicien. Et un exemple que j'ai pour Marcel Duchamp, c'est le mètre étalon. Le mètre, la mesure, 1 mètre, et il faut prendre 1 mètre souple, tu vois, de couture, tu vois, une bande qui fait 1 mètre, mais si je mets le mètre, je le jette par terre, ça sera toujours 1 mètre, mais il va avoir une forme ronde. Ouais. Forcément, donc c'est plus 1 mètre qui fait 1 mètre, mais c'est 1 mètre quand même, c'est un nouveau mètre. Voilà, ça c'est un exemple de méthode hasardeuse. Voilà, c'est possible, tu vois. Donc on est toujours dans le vrai. Bon, il y a aussi le travail sur les mots, sur les attitudes, ça c'est vrai. Mais c'est le changement, il suffit de changer une règle. Voilà, le mètre a changé de forme, mais c'est 1 mètre. Voilà. Les mots et attitudes? Les mots, c'est le vocabulaire, c'est plus ce que moi je peux faire ou d'autres. Il y a un peintre et poète argentin qui s'appelle Ricardo Mosner, qui fait aussi des jeux de mots avec les images. Voilà, donc c'est aussi tout un langage, c'est les rébus, voilà, par exemple. Bon, les techniques sont nombreuses, mais le principal médium, c'est l'écriture du collège, l'écriture, oui. Voilà, donc c'est des textes, évidemment le modèle c'est Alfred Jarry, bon, il n'est pas considéré comme un pataphysicien proche, c'est Raymond Roussel que j'évoquais hier. L'attitude de Raymond Roussel est une attitude de provocation aussi. Quand Raymond Roussel, comme je l'ai dit, est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, alors Raymond Roussel, je ne vais pas raconter toute sa vie, mais il avait de l'argent. Bon. Et il a voulu se faire un tombeau superbe. Bon, il n'a pas pu le payer, il a fait un truc plus simple. Mais c'est un tombeau dans lequel il y a 32 places dedans. 32 possibilités. Mais lui, il est tout seul. Donc il reste 31 places. Mais il n'a pas prévu qu'il y ait 31 personnes. Il a fait poser ses livres sur chacun des emplacements, des 31 emplacements, parce qu'il a considéré qu'il avait écrit 31 livres. Donc il y a lui et les 31 livres. Voilà, bon, c'est un peu morbide, mais c'est une attitude que les pataphysiciens peuvent reconnaître. Tu vois, les livres peuvent avoir une sépulture. Voilà. Okay. Voilà, tu as compris, tu vois. Donc, il y a des congrès, des passages pataphysiques, des réunions, congrès. Oui, tous les mois. Tous les mois, puis il y a des réunions annuelles. Il va y en avoir une au mois de novembre avec les Anglais qui viennent à Paris. Il y a un orchestre pataphysique en Angleterre, un band. Bon, je ne sais pas très bien en quoi elle est pataphysique, mais ils se sont déclarés National Pataphysician Orchestra of London, un truc comme ça. Et
Bon, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dérision, mais ce qui n'est pas propre à la pataphysique, beaucoup d'orchestres et de fanfares sont humoristiques. Voilà. Bon, mais c'est très, c'est très ouvert quelque part. Voilà. Et puis plus proche, on a, je l'évoquais hier encore, un écrivain français que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Georges Perec, qui est quand même quelqu'un d'important, et nous venons, alors c'est un peu compliqué, nous venons de faire le début juin dernier un grand hommage à Georges Perec. Alors Georges Perec a écrit un livre qui s'appelle La vie, mode d'emploi. C'est un livre, c'est gros, hein, c'est 500 pages, qui a 99 chapitres. Et l'histoire du livre, c'est l'histoire d'une maison, un immeuble à Paris, avec des étages et des pièces. Et chaque chapitre est une description d'une activité dans un des appartements. Mais il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas une suite du chapitre 1, 2 ou 3. C'est un livre que l'on peut lire à la page, au 50e chapitre, on peut aller au 18e, tout se recoupe. Le modèle du livre, c'est le puzzle, le jeu avec les pièces. Une pièce toute seule existe, mais elle va faire une autre pièce quand elles sont 2, quand elles sont 4, quand elles sont 8, et puis si c'est 99, ça va faire un grand puzzle. Mais un puzzle de 99 pièces, ça n'existe pas. Il faut que ce soit 100 pour faire un rectangle. Donc il y a la 100e qui est le problème. Donc nous avons fait une performance magnifique avec 99 personnes sur un grand carré qui était le puzzle. Chacun 1 mètre de côté et chacun avait un chapitre à lire puisqu'il y a 99 chapitres. Donc il y avait comme ça une organisation que nous avons mise en place pour parce qu'on ne peut pas lire tous en même temps et on ne peut pas lire les uns à la suite des autres, sinon le spectacle aurait duré 2 jours. Tu vois, c'est pas possible. Donc on avait une organisation de lecture parallèle mais à des hauteurs différentes. Donc c'était la première fois que l'on faisait une lecture aussi importante de la vie, mode d'emploi de Georges Perec qui a été écrit en 67. Donc voilà, donc c'était un hommage d'un exercice très pataphysique, parce que le livre de Perec, il est tout à fait absurde quelque part. C'est aussi Perec qui a écrit un livre qui s'appelle La disparition. C'est un livre assez court, vous connaissez, où il a supprimé la lettre E. Voilà, les exercices de texte, ça peut être un peu comme ça. Donc c'est très difficile d'écrire une phrase sans la lettre E. Bon, plutôt en français? En français, oui. Plutôt en français. Ah, plutôt en français, oui. Parce que c'est la lettre la plus fréquente. Absolument, voilà. Donc voilà, ce sont des exemples de fonctionnement pataphysiciens, mais qui ne disent pas forcément qu'ils sont pataphysiciens. Je dis, c'est aussi une science de l'absurde, tu vois, ou du décalage. Tu vois. Mais le décalage est devenu très créatif, parce que Perec, enfin, je considère, heureusement que je ne suis pas le seul, que pour nous c'est un grand auteur qui nous a inventé beaucoup de choses et il a fait des choses que j'aurais aimé faire. Je suis très jaloux de Georges Perec. I am wondering if the Pataphysique is more an artistic movement, more a philosophy, or more a scientific movement, or maybe it's all three. I don't know. It's all of that. It's literary, it's scientific, it's artistic, and it's comic. Okay. In fact, no, not too much comic. I'm wrong, because a lot of members are very serious. Okay. But because of being serious, maybe it gets a little bit comic, or not? So, sorry? Because they are so serious in what they are doing, yeah. maybe you can consider it to be comic as well. Or, I was mentioned a Belgian pataphysician called Panamarenko. It's an artist. Oui.
I like him very much. Now he's getting old and he doesn't produce anymore. But most of his work was impossible engine. He is a parascientific involved with flying machine, and he built a very particular airplane and balloon and piece like that. But no one was able to fly, Yes. because it was too heavy, because the energy was not enough. For example, the energy was the pedals of a bicycle, and with the bicycle he could elevate an helicopter. And his biggest piece, I'm not sure, but somebody told me it was been shown here in Sao Paulo at the Biennale a long time ago. Yeah. It's a big dirigeable, Zeppelin, with a very heavy cabin under it. But, and this is quite scientific in a way, but not with the idea to succeed. Is to demonstrate the reality and the opposite, The irreality. as a reality. And by the way, this is a very, in my point of view, good artist. He creates real good work. The material, for example, this big Zeppelin, the cabin is a parody of the Zeppelin from the 1930s, metallic structure. He took attention of the material, the leather, the kind of stuff, the ropes, and so on, to do something very unusual. Of course, the real scientific are laughing about things like that, but the sense of that kind of position or attitude, well, that's, I'm coming back to the idea of attitudes, make a perturbation through the scientific field. Say, okay, why not? He is absolutely wrong, but as I mentioned at the beginning, talking about the wrong aspect is to reveal the real aspect. Yes. That's the backside. This is Panamarenko, a Flemish Belgian artist. There's also a lot of Dada in it, and a lot of Dadaism. Alors, yes, Dadaism didn't influence too much the pataphysic stream. Dadaism is much more important for fine art, visual artists, and a certain group of poetry, visual poetry, because Dada is very creative for the text, and then it's help and opening a lot of doors for the poetry with the way of doing, using letters, words, sentence, text, and books. There is a progression, and Dada critique all of that, but creates something very important. So important, is still up to date in a way, and the heritage of Dada is enormous. A lot of artists for the years and years have something to share with Dada. Most of them didn't recognize, but the reality is there. So, on peut être pataphysien sans le savoir. Absolument, oui, oui. Et tu peux nous donner des exemples. But Panamarenko, for a long time, didn't believe that he was a pataphysic. Okay. He has been invited by the Dutch college to participate, and he agreed a long time ago. I don't know when, to 20 years ago, something like that. And now he has the title of satrap, because we have a lot of function, very parodic. I can remember all. And satrap is is very good. Oui, il y a satrape, grand satrape et aspirant satrape.
Mais grand satrape, c'est sa magnificence. And we're talking to the magnificence with very a lot of consideration. Voilà. That's the English lady of London, between this magnificence, please. And then Panamarenko is an example. He didn't know that he was a very good pataphysician, and then he is. And he's very proud of that. Alors, ici, je voudrais juste vous présenter la collection de drapeaux de la Pinacothèque. On ne le sait pas très bien, mais la Pinacothèque a une grande collection de drapeaux verts. C'est la spécialité, c'est une option que la Pinacothèque a choisi d'avoir des drapeaux verts, alors que les pays, les équipes de football ont des drapeaux de différentes couleurs. Voilà, la particularité de la Pinacothèque, c'est les drapeaux verts qui, chacun, représentent différents mouvements artistiques. Mais on ne sait pas très bien lesquels, ceci procède de la surprise. Alors, la Pinacothèque possède des secrets assez étonnants, comme par exemple ce cadenas. C'est le cadenas numéro 2. Vous voyez, il y a un petit numéro. Ce cadenas est très énigmatique parce qu'il tient une barre métallique qui protège un escalier. Nul ne sait depuis quand ce cadenas est ici, mais il est là. C'est un cadenas brésilien. Nous pouvons lire dessus, avec le numéro manuscrit, le nom de la société, Papéis Brasil. Donc on est véritablement dans un établissement qui promeut, qui développe, qui promotionne l'art brésilien, puisque la notion de pinacothèque, c'est la conservation et la présentation de la production brésilienne du 19e et du 20e. Ceci est un cadenas de la fin du 20e siècle. Je voudrais vous présenter le costume du personnel de la pinacothèque. Ici, c'est la garde-robe du personnel du musée, du personnel technique et du personnel d'accueil, selon les thèmes des tableaux, de l'actualité, du temps, des humeurs. Les agents de l'établissement peuvent choisir les déguisements pour accueillir le public et le tourisme. C'est le seul musée au Brésil pour lequel le personnel est invité à se déguiser pour accueillir les visiteurs. Ici, nous avons une œuvre interactive. Le public peut venir manipuler cette bande rouge, qui est en fait l'expression de l'art minimal. Nous avons ici un jeu de couleurs, une magnifique bande rouge intense sur un fond presque noir, un gris très foncé, permettant ainsi un contraste très fort. Mais en fonction de l'évolution, on peut réduire l'effet de la bande. Et regardez, et si je reviens dans l'autre sens, à ce moment-là, la bande du tableau occupe la largeur de cette porte. L'élément étonnant est la poignée, ici au milieu, qui contraste par sa brillance avec le côté mat du mur. Voilà, c'était donc une œuvre plutôt d'art minimal. Voilà. Ici, je voudrais vous présenter les fontaines du musée. Il y en a 3. Alors, c'est des fontaines assez classiques, composées de 3 parties. Une partie en inox, un robinet qui s'actionne ici et qui dégage de l'eau. Voilà. Et surtout, un trou d'évacuation. Voilà. Mais il y a un côté utilitaire. Pour se laver les mains, pour boire, mais il y a aussi un côté symbolique. La fontaine, c'est la source de la vie. C'est un élément de purification intellectuelle. C'est un objet artistique qui fait qu'au fond, l'art n'est pas quelque chose de sale. C'est quelque chose qui a à voir avec l'âme et l'esprit. C'est pour ça que nous avons ici, dans le musée, une collection de fontaines à fonction tout à fait symbolique. Et en plus, le visiteur, comme nous sommes, pouvons activer. Voilà, et si j'appuie à nouveau, ça revient, ça va plus fort. Et chose extraordinaire, c'est que l'eau qui sort ici part dans le trou qui est ici. Il y a donc un circuit. Et c'est ainsi un élément important du musée, c'est d'avoir cette proposition de fontaines. Regardez, 1, 2, 3 fontaines. Et tout
Ça marche. Et on peut même essayer de tout faire marcher en même temps, ce qui est un exercice extrêmement difficile que peu de visiteurs sont capables de faire. Alors ici, je voudrais vous présenter un cylindre métallique qui fait à peu près 70 cm de haut, 35 cm de diamètre, dont l'usage principal est d'être une poubelle. Une poubelle pour des papiers, pour des bouteilles, pour des pensées, pour ce que l'on veut. Mais c'est aussi un miroir, parce que si l'on agite ici la surface, elle se retourne, elle peut orienter le reflet, donner à voir d'autres choses, on peut ainsi se voir. Et la question que le musée nous laisse en suspens, l'art est-il un miroir de notre société? C'est une question. L'art est-il un miroir? Je voudrais vous indiquer cette présence de signes. Bien sûr, on pense qu'il s'agit d'une signalétique de sécurité, mais c'est aussi l'expression du mouvement de l'art, du mouvement de l'avant qui va de la gauche vers la droite. C'est donc un mouvement dynamique. Et la Pinacothèque a ainsi collé dans différentes parties de son bâtiment ce panneau qui est au fond cette symbolique du mouvement dynamique de l'art du XXe siècle ou du XIXe siècle et pourquoi pas du XXIe siècle. Alors ici, nous avons un objet mystérieux. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire l'usage et la fonction de cet objet. Ça fait partie des mystères sur lesquels la conservation du musée doit encore travailler et les critiques d'art fournir des explications convaincantes sur l'usage de cet objet qui fonctionne grâce à l'électricité. Nous pouvons voir des lumières vertes et rouges qui sont donc ici en activité. Un clavier, mais dont nous ignorons pour l'instant le code. Voilà, je voulais vous présenter cet objet qui pour l'instant est sujet d'étude. Dans quelques temps, peut-être, on aura une explication plus précise sur l'origine, le sens et la symbolique de cette sculpture murale. Alors, je voudrais vous présenter deux écouteurs. En fait, un suffirait, mais on ne sait pas très bien ce que l'on peut entendre. Certains critiques d'art ont pensé qu'on avait là les paroles des artistes, mais d'autres pensent que ce n'est pas que les artistes que l'on peut entendre, car il paraîtrait que dans certains programmes, il y ait des confidences intimes du personnel du musée. Mais nous ne savons pas dans quel écouteur on peut avoir soit un commentaire d'artiste, une parole d'artiste, ou sur un autre écouteur, une parole plus libre, plus privée, plus intime de personnes anonymes. Voilà, donc c'est une présentation extrêmement incomplète puisque le dispositif ne fonctionne pas. Alors je voudrais vous présenter cette particularité dont le musée est très très fier, qui permet normalement aux enfants de voir un peu plus haut, aux personnes de petite taille, mais le musée a utilisé cet objet comme moyen de s'élever vers l'art. C'est une approche pour prendre de la hauteur vers de nouvelles situations artistiques. Alors c'est un très bel objet, c'est en plastique antidérapant, composé de 3 couleurs. Un gris très sol, un gris foncé presque noir, un ovale gris plus clair qui est repris aux deux côtés et surtout notez la symétrie des pieds rouges. Il y a une espèce d'élégance esthétique dans cet objet a priori fonctionnel mais qui est quand même traité avec soin, originalité et qualité esthétique. Alors je suis très heureux de vous présenter une chaise. Et vous savez que dans la plupart des musées, ou presque dans tous les musées, il y a des chaises. La Pinacothèque fait pareil. Elle a une collection de chaises, toutes identiques, en pied chromé avec une assise en tissu synthétique, dont la fonction de cette chaise, ou de ces chaises, est d'accueillir le séant, le personnel de surveillance et d'accueil de l'établissement. Ces chaises sont très confortables et on peut voir qu'elles sont assez hautes, permettant ainsi au personnel une surveillance assez large de la salle où il se trouve.
Ce sont des très belles chaises et qui sont très solides et qui peuvent résister ici plusieurs années. Alors ici, je suis très heureux de vous présenter un des tableaux les plus importants de la Pinacothèque, peint par Pedro, c'est le peintre dont on ne connaît que le prénom. Ce tableau, comme vous le voyez, d'un style très enlevé, avec une peinture très vive, représente un paysage et l'on voit au milieu, au bord de l'eau, qui est en fait le fleuve Amazone, deux personnages en train de pêcher. Et on les reconnaît. Il s'agit de l'architecte Oscar Niemeyer jeune, pas encore connu, et à côté de lui, son compagnon de pêche n'est ni plus ni moins Auguste Comte. C'est la première rencontre que le peintre a représentée du célèbre Auguste Comte et du futur célèbre architecte Oscar Niemeyer. Ils sont tous les deux en train de pêcher dans ce décor absolument luxuriant de la forêt amazonienne, où l'on voit des feuillages très fournis, avec ces couleurs vertes très intenses. On aperçoit des papillons sauvages, des perroquets, des singes, beaucoup d'animaux sauvages qui sont là, dans la partie supérieure du tableau, en train d'occuper cette forêt. L'eau est très animée, elle est assez opaque. On ne devine pas les poissons, mais on suppose qu'il y en a beaucoup, vu l'intérêt que les deux personnes ont en train de pêcher. On voit Auguste Comte qui tient non seulement une canne à pêche, mais aussi une noix de coco qui lui permet de se rafraîchir. Et de son côté, le jeune architecte, Oscar Niemeyer, tient déjà une équerre en regardant le mouvement de l'eau du fleuve Amazone. Dans le ciel, en haut, vous pouvez voir des nuages très nombreux qui donnent des formes différentes, dont l'une d'elles fait penser, selon les critiques d'art brésiliens, au président Kubitschek. Voilà, mais on n'est pas sûr que le peintre a vraiment voulu représenter ce président brésilien. C'est probablement un hasard. Cette peinture est très riche et très luxuriante. Elle est très typique de cette peinture brésilienne qui s'est intéressée à la nature tout en rendant hommage à ces grands hommes que furent Auguste Comte et Oscar Niemeyer, enfin réunis par le peintre Pedro.